Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Viastia pour ce nouveau numéro d'Inquiest. Nous allons ce soir nous intéresser aux produits phytosanitaires plus connus sous le nom de pesticides. Il y a quelques jours, l'Europe reportait sa décision de prolonger l'autorisation d'utiliser du glyphosate, le désherbant le plus répandu au monde, classé parmi les cancérogènes probables. À cette occasion, nous nous sommes penchés sur les pratiques de l'agriculture insulaire, même si l'usage tend à se réduire. 200 tonnes environ par an seraient consommées dans l'île, à 80% en Haute-Corse. Cela peut paraître dérisoire au regard des 66 000 tonnes de substances pures utilisées chaque année en France, un des plus gros consommateurs de pesticides en Europe, on en parlera. Alors, quels sont les dangers pour les utilisateurs, pour leur santé, pour les consommateurs qui sont au bout de la chaîne, mais aussi pour la nature, pollution des eaux ou des terres? Faut-il changer de modèle ou bien les pesticides sont-ils un mal nécessaire? Ce sera l'objet de notre débat ce soir avec trois invités sur ce plateau. Magali Gozzi, bonsoir, président de la filière Interbio qui milite pour le développement de l'agriculture biologique. Bonsoir. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Jean-Claude Ribaud, président de la REFLEC, qui est l'association régionale d'expérimentation des fruits et légumes de Corse. Bonsoir. 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 Merci d'être sur ce plateau. Et Jean-Marc Vintour, vigneron, président délégué de la Chambre d'agriculture de la Haute-Corse. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés également, Solange Graziani, journaliste à France 3 Corse. Vous avez réalisé un documentaire qu'on va découvrir dans quelques instants. Alors, autour de cette table, vous l'avez vu, pas de représentants de l'État pour cause de période de réserve liée aux élections territoriales. Mais ça a été très difficile d'avoir des informations des intervenants de ce côté-là. Oui, puisque nous essayons de décrocher une interview des services de l'État sur ce sujet depuis le mois de juin. La préfecture de Corse du Sud a tout de même envoyé un mail assez détaillé sur leurs inspections. Mais on aurait évidemment aimé en savoir plus, notamment sur les sanctions qui pourraient être prises sur un producteur, si un producteur dépasse les limites maximales de résidus autorisés dans le domaine des fruits et légumes. On aurait aimé aussi suivre les fonctionnaires dans leur travail. On sent qu'il y a une réticence à parler de ce sujet, c'est net. Dans ce contexte, d'autres sources nous ont été précieuses. À ce propos, d'ailleurs, je remercie tous les agriculteurs qui ont bien voulu témoigner dans ce reportage. Alors, on se retrouve dans un petit quart d'heure pour le débat avec nos invités. Pesticides, changer de modèle. Un reportage de Solange Graziani, Christian Giuliano sur un montage de Christophe Gineste. Surnommée l'île de beauté, la Corse véhicule souvent l'image d'un territoire exemplaire au niveau environnemental. Pourtant, comme ailleurs, la pollution chimique est aussi présente. Herbicides, fongicides, insecticides, les acteurs de l'agriculture conventionnelle, ou dite raisonnée, nous disent qu'ils ont du mal à faire l'impasse sur tous ces produits. Alors quels sont les risques pour les salariés, les chefs d'exploitation du monde agricole, ainsi que les consommateurs, et plus largement les habitants de notre île? Au départ, ce maraîcher ne souhaitait pas cultiver de grandes surfaces, mais en devenant un fournisseur de la grande distribution, il a dû produire plus de légumes. Aujourd'hui, son exploitation génère 200 tonnes de courgettes par an, un rendement obtenu en utilisant des produits phytosanitaires, notamment pour se débarrasser des champignons, comme l'oïdium. Ça étouffe la plante au fur et à mesure. Si vous ne traitez pas ça, après la plante elle se dégrade doucement, tout doucement. Elle est plus productive. Les produits phytosanitaires sont considérés comme dangereux par le Code de la santé publique. Ils doivent être rangés dans une armoire spécifique. Cela fait une dizaine d'années que cet exploitant est en contact avec des pesticides. Déjà, j'ai des problèmes au niveau allergique que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Et puis dès que je passe un traitement, j'ai mal au poumon. Hein. Voilà, donc, même en étant protégé, en mettant des casques et sprays et des tracteurs équipés, quoi. Même là, le fait d'avoir la armoire ouverte comme ça, et j'ai la gorge qui me pique. Voilà. L'arboriculture est aussi prise dans la nasse des produits chimiques, y compris la filière clémentine, classée en indication géographique protégée. L'activateur de coloration est interdit dans le cahier des charges, mais d'autres molécules de synthèse sont autorisées et utilisées. Des contrôles en interne sont réalisés tous les ans. En 2016, 8 produits chimiques ont été détectés dans les échantillons de fruits. Chaque échantillon comportait 1 à 2 pesticides sans dépasser la limite maximale de résidus. Selon les parasites que vous avez, chaque traitement a d'abord une dose
à l'hectare et une dose pour 1000 litres. Ça, vous devez le respecter. Et ensuite, il y a un nombre de traitements autorisés par an. Donc, et c'est là où, justement, quand on fait des tests de résidus, si vous avez dépassé ces consignes, vous retrouvez des résidus en quantité. Et c'est là où on voit bien que vous avez respecté ou pas. Selon la filière, les dérives sont rares, mais une des substances utilisées pose problème. Elle est interdite sur le continent. Il s'agit du chlorpyréphos méthyle, un insecticide qui lutte contre les cochenilles, mais qui tue aussi les abeilles. Ce produit est soupçonné d'être un neurotoxique et un perturbateur du système hormonal. Il est autorisé en Corse sous prétexte que nous sommes la seule région à produire des clémentines, en attendant de trouver un produit moins nocif. L'État, après étude, après avis de nombreux experts, etc., nous autorise à faire une demande de dérogation pour 120 jours pour traiter 2 fois, pas plus, et à bon escient, voilà. Mais c'est une façon aussi intelligente de nous apprendre à nous adapter. C'est pas un acquis définitif, rien n'est jamais définitif. Les agriculteurs connaissent sa dangerosité et malgré la gêne occasionnée, ils préfèrent l'utiliser par crainte de perdre leur récolte. Ah non, c'est pas confortable, c'est sûr, ça a une odeur, on sait ce que ça peut, à forte dose, ce que ça peut faire. C'est tout, mais ça c'est sûr, on en est conscient. Même les jeunes agriculteurs autour de moi, on est tous dans la même situation. Et je pense qu'on pense tous pareil. Vous jouez pas, quoi, vous mettez vos combines. Ah non, c'est vraiment parce qu'il faut le faire, c'est pas un plaisir. On passe pas comme du désherbant comme on passerait le broyeur. C'est pas, on le passe pas vraiment avec dégoût. On le fait, il faut le faire parce que c'est comme ça que ça a toujours marché et c'est la seule solution qu'on a. Après, c'est sûr, s'il y a d'autres solutions, on prendra les autres solutions. Ce jeune agriculteur a suivi les pas de son père. Dans les années 60, l'utilisation des produits chimiques est indissociable d'une bonne productivité. À cette période, les molécules de synthèse véhiculent une image de modernité. Partout, elles sont proclamées indispensables, quel que soit le type de culture. Il y avait beaucoup plus de publicité pour l'utilisation des produits chimiques, je ne peux pas citer les noms exactement, mais des antigerminatifs qui sont aujourd'hui encore présents dans le sol. On peut le dire, c'est l'atrazine qui est interdite depuis plus de 20 ans, et qui ne pénètre dans le sol que de 2 cm par an. Donc et il y avait des publicités là-dessus où ils proposaient même d'offrir les premiers traitements pour que les gens viennent vers ce genre de culture. Et avec 40 ans de pratique, en utilisant certains désherbants, les exploitants agricoles ont remarqué que certaines plantes ont créé des résistances, soit chimiques, soit physiques. Par exemple, l'érigéron qui a développé des poils sur ses feuilles, ça évite maintenant au produit de toucher directement la feuille et donc de pénétrer. Et comme c'est tout des pénétrants, des systémiques et des pénétrants, aujourd'hui on a ce problème-là. Le végétal se défend, la nature heureusement, sinon on l'aurait déjà tué depuis longtemps. La nature se défendrait. Et nous-mêmes, quelles sont les conséquences sanitaires sur notre consommation quotidienne ? Nous avons prélevé 10 échantillons de courgettes sur plusieurs communes de la plaine orientale. Sur les 10 lots analysés, un seul contient de la flonicamide, un insecticide qui détruit les pucerons. Le taux de contamination reste dans les limites autorisées. Mais en 2016, la Direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture a dû détruire un lot d'aubergines. La limite maximale de résidus avait été dépassée. Évidemment, tout ne peut pas être analysé. Alors, quels peuvent être les effets de ces produits sur notre alimentation, même à très faible dose ? Dominique Bellepomme, cancérologue, dénonce la dangerosité de la pollution chimique, notamment celle des pesticides. C'est des doses infinitésimales, à la limite même des appareils de détection de ces pesticides qui sont le danger quand ces doses très faibles sont reproduites chaque jour. Or, l'alimentation permet justement cette répétition de ces doses faibles chaque jour pendant un temps important. Nous sommes ici en présence non pas de toxicité aiguë qui est liée à la dose, à l'intensité de dose, nous sommes ici en présence d'une toxicité chronique. Ce n'est pas la dose qui est le poison, mais c'est la répétition des doses qui fait le poison.
Notre milieu naturel est aussi affecté, beaucoup moins que le bassin Rhône-Méditerranée où les concentrations de produits sont 1000 fois supérieures. Mais les molécules de synthèse sont bien présentes dans nos cours d'eau et nos étangs. Une étude de la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement, menée en partenariat avec l'Office de l'environnement de la Corse, met en évidence la présence de 25 pesticides sur 10 rivières et plans d'eau. 5 de ces produits sont interdits à la vente depuis 15 ans. Il s'agit par exemple de l'atrazine, un désherbant très toxique pour le milieu aquatique et classé nocif pour l'homme. Globalement, avec de l'atrazine, on peut avoir une perte de biodiversité. Mais au bout de la chaîne alimentaire, puisque je parle de biodiversité et d'écologie, il y a l'homme. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'atrazine est cancérigène pour l'homme, puisqu'il y a des problèmes de neurotoxicité. C'est terrible comme substance. Quant au fameux glyphosate, soupçonné d'être cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé, il est aussi présent dans nos cours d'eau. Selon la Banque nationale des ventes des produits phytosanitaires, 20 tonnes de glyphosate ont été vendues en Corse en 2009, 27 tonnes en 2014. Alors quels sont les risques pour les agriculteurs exposés à toutes ces molécules? Une grande enquête nationale a été menée, l'étude Agrican. Conclusion, les agriculteurs ne développeraient pas plus de maladies que d'autres catégories professionnelles, mais des particularités apparaissent. On a quelques cancers qui effectivement sont présents un peu plus, des cancers qui touchent le sang, des cancers du cerveau, etc. On n'arrive pas bien encore à faire des liens entre certains pesticides et ces cancers qui apparaissent. C'est pour ça qu'Agrican a été fait. L'année dernière, j'ai eu 2 dossiers d'exploitants agricoles qui se posaient des questions par rapport à un cancer du sang qu'ils avaient et du lien qui existait avec l'exposition. C'est des maraîchers qui avaient utilisé des produits chimiques, notamment des organochlorés. Et donc, ils ont eu un cancer et ils s'interrogeaient sur ça. Donc, effectivement, ils avaient tous les critères pour pouvoir l'exposition, l'utilisation de produits, notamment des organophosphorés, pour le traitement du poireau, par exemple, pour éviter qu'il soit effectivement attaqué par certains insectes. Ils utilisent un type de produit insecticide. Et effectivement, on peut faire un lien entre l'apparition de ce cancer et l'exposition. Certaines pathologies se développent aussi au sein de la population. Il n'y a pas seulement que le cancer, il y a, si vous voulez, en matière de toxicité des pesticides, on sait qu'il y a le diabète de type 2 qui est causé par un certain nombre de pesticides. Et puis, vous avez très probablement aussi l'autisme chez l'enfant qui est lié à une exposition abusive aux pesticides, de même que la maladie d'Alzheimer. Donc ce sont des affections, si vous voulez, qui sont relativement nouvelles, qui sont en explosion en matière d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas explose dans tous les pays qui utilisent ces pesticides. Et il est clair qu'aujourd'hui, il va falloir que nous ayons une politique agricole qui soit adaptée à ces problèmes de santé qui réalisent de véritables fléaux au plan humanitaire. Conscients des risques, les agriculteurs évoluent dans leur comportement, encadrés par une législation qui les contraint depuis octobre 2016 à obtenir le certificat, une carte qui leur permet d'acheter et d'utiliser des pesticides. Pour l'obtenir, il faut d'abord suivre une formation sur le bon usage des produits phytosanitaires. C'est aussi l'agriculteur qui évolue. Il n'a plus envie d'utiliser des produits, c'est plus dans l'air du temps du tout. Mais ne serait-ce que pour sa propre santé déjà. Donc voilà quoi. D'autres techniques agricoles sont développées grâce à l'Areflec, une station d'expérimentation régionale créée à l'initiative des producteurs de fruits et légumes. Actuellement, des recherches sont menées pour étudier les différents rendements avec ou sans pesticides. Alors vous avez le premier système en désherbage chimique, d'accord, donc conventionnel, on va dire, avec un désherbage chimique. Ici, vous avez une méthode mécanique, désherbage mécanique, avec un outil qui est derrière le tracteur, d'accord, qui est adapté pour travailler le sol, avec un outil bien spécifique, soit brosse, soit herse rotative, d'accord. Ici, vous avez un enherbement naturel. On a semé un enherbement qu'on va nous travailler pour le limiter jusqu'à une certaine partie et après au milieu on va le laisser monter pour voir jusqu'où il se développe et pour voir jusqu'à quand on peut avoir une baisse de rentabilité sur la production. Les premiers résultats sans l'utilisation de désherbants sont encourageants. D'autres essais menés sur des mouches ont fait largement leurs preuves.
Les insectes sont attirés par un attractif composé d'hormones sexuelles et restent piégés. Les techniciens de la Réflec s'intéressent également aux peaux rouges de Californie qui provoquent des déformations sur les fruits. Cette fois-ci en utilisant des insectes prédateurs appelés les auxiliaires. Ça permet de diminuer le nombre de traitements à 1 au lieu de 2 ou 3 normalement. C'est-à-dire qu'ils font un traitement sur la première génération du pou rouge de Californie et après on passe sur les lâchers de ces auxiliaires-là. La préservation de l'environnement rentre peu à peu dans les paramètres économiques. Patrimoine en fait l'expérience. De nombreux viticulteurs proposent des vins bio ou produits en biodynamie, des labels qui ont le vent en poupe. Sans désherbants chimiques, les coûts de production sont plus importants au niveau de la main-d'œuvre. Mais au final, les bouteilles se vendent 10 à 20% plus cher que des vins conventionnels. On trouve des importateurs, par exemple, de produits de vin exclusivement bio. Sur ce type de marché-là, lorsque vous êtes sur des marchés de niche, en fait, donc à la fois en AOC Patrimoine et en bio, donc ça fait deux marchés de niche, avec des cépages identitaires comme le Néouch ou le Vermentine, vous arrivez à pénétrer des marchés à forte valeur ajoutée. Et là, c'est intéressant pour votre exploitation. Vous pouvez mieux développer, mieux investir, mieux travailler, et du coup, c'est un cercle vertueux. Le maraîcher que nous avions rencontré a déjà supprimé le glyphosate de ses cultures depuis plusieurs années. À côté de ses parcelles, il sème du trèfle, de l'avoine, des végétaux qu'il va ensuite couper et enfouir sur place pour nourrir la terre. Plus tard, des courgettes seront à nouveau cultivées. C'est une technique également utilisée en agriculture biologique. Pour autant, ce professionnel ne souhaite pas produire en bio. Je suis sur 10 hectares de courgettes et à peu près 2 hectares d'oignons. Donc, si demain je fais en bio, mes rendements sont divisés par 2 au moins hein, si ce n'est pas plus. Donc après, par rapport à ma clientèle, qu'est-ce que je leur dis? Je dis oui, servez-vous ailleurs. Donc c'est pas évident. Ça leur coûte cher, c'est compliqué. Les productivités faibles, c'est dur. Bon. Et on peut se poser des questions là-dessus. Je pense qu'on va arriver un jour ou l'autre à un équilibre, en tous les cas. Un équilibre, c'est sûr. Mais cette agriculture-là ne remplacera pas l'autre. Quel est le nombre de personnes malades que nous sommes prêts à accepter au nom de la compétitivité et du rendement? Au regard des enjeux sanitaires, l'agriculture biologique semble incontournable, mais pourra-t-elle nourrir l'ensemble de la population et à quel prix? Si nous n'y arrivons pas, nous serons condamnés à consommer chaque jour des molécules de synthèse. En France, en 2011, 62 000 tonnes de pesticides ont été vendues sur l'ensemble du territoire. Voilà pour ce constat et ce tour d'horizon. Alors Jean-Marc Vindour, et d'abord sur l'usage en Corse, est-ce que vous constatez cette diminution, cette volonté de changer de modèle? Le changement de modèle aujourd'hui dans l'agriculture corse et en particulier dans l'agriculture du secteur végétal, celle que vous avez montrée aujourd'hui, et c'est celle-là qui est incriminée au niveau de l'utilisation. Moi, je n'utiliserai pas le mot pesticide parce qu'il est trop violent, mais celui de produits phytosanitaires, qui est quand même plus conforme à la réalité. Et cette agriculture-là, aujourd'hui, bien sûr, elle se pose cette question, et depuis quelques années, sous l'impulsion d'un certain nombre d'organismes, dont celui de Jean-Claude qu'on a vu, dont celui de Magali, ou bien de la Chambre d'agriculture qui a des techniciens qui prônent d'autres techniques, on a beaucoup réduit. On fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup d'informations chez les agriculteurs, de manière à ce qu'on passe de cette agriculture conventionnelle, dite conventionnelle, qu'on avait il y a 10 ans ou 15 ans, à une agriculture raisonnée, voire biologique, voire plus. Donc c'est en marche. C'est en marche. Le problème, c'est de nous dire à quelle vitesse on peut aller, jusqu'où on peut aller. Y a-t-il les marchés qui peuvent répondre à toutes ces niches que l'on va créer? On parlait tout à l'heure, on voyait l'exemple de la clémentine, ou on voyait l'exemple de Jean-Jacques Fies, qui est le maraîcher, qui lui a ses propres marchés aujourd'hui, avec des prix de revient, avec des prix de vente, etc. Et qui, s'il passe dans un autre système, n'a pas forcément les marchés pour le volume. Ça veut dire que la marge à l'hectare, le diktat de ça veut dire que dans ce système-là, il ne peut pas y avoir de révolution. Il faut qu'il y ait des évolutions qui puissent permettre à chaque agriculteur, au fil du temps, là maintenant, dans les peut-être 5 ans, 10 ans, il faudrait se fixer cet objectif que la Corse
et devienne un modèle par rapport à ça, et devienne un modèle même sur le territoire français. Je pense que c'est possible. Vous-même, M. Ventouille, vous avez, au cours de votre carrière, au tout début de votre carrière, utilisé de la simazine, de l'atrazine, tous ces produits. Bien sûr. Il n'existait que ça. Et puis, vous savez, c'était à l'époque, si vous regardez les films des années 70 ou des années 80, tout le monde fumait. Je ne sais pas si vous voyez, aujourd'hui, plus personne ne fume. Mais c'est parce qu'on n'avait pas conscience de ce que l'on faisait, tout simplement. Donc, je pense qu'il en va de même pour les agriculteurs d'aujourd'hui. Ils ont à leur disposition des schémas de remplacement possibles. Ils en ont, mais ils ne peuvent pas passer du jour au lendemain d'un schéma X à un schéma Y sans se poser 1000 questions, sans avoir des suppléments de prix de revient, sans avoir des investissements à réaliser, sans avoir du temps de passage, mais ça, Magali l'expliquera mieux que moi. Mais tout ça, c'est à nous tous, ensemble, de faire ce chemin pour pouvoir faire ce virage. Mais alors, il est possible. Sur cette étude qu'évoquait Solange dans le reportage de l'Adréal et de l'Office de l'environnement, on retrouve 25 molécules interdites. Comment on peut expliquer ça et où se procurent les agriculteurs 25 molécules retrouvées, mais dont 5 interdites. Comme l'atrazine qu'on retrouve encore, qui est interdite depuis 2003, la simazine, dichlorobenzamine, etc. C'est les 5 qui me posent problème, parce qu'apparemment, il y a encore des stocks dans les... Des stocks, certains depuis 2003, oui, c'est-à-dire oui, 14 mais ça ans de fait stock, rien. ça fait Vous beaucoup. savez, les gens sont conservateurs et on est toujours surpris. Ça nous interpelle à nous aussi, parce que nous aussi, on évolue au jour le jour. On a des contraintes, comme l'expliquait bien le Jean-Paul Mancel. C'est les cahiers des charges font en sorte que les cahiers des charges de qualité, mais même les cahiers des charges des circuits de distribution nous imposent un certain nombre de pratiques qui diminuent grandement l'appel aux produits phytosanitaires, si vous voulez. Et donc, on ne peut plus faire ce qu'on veut ou ce qu'on voudrait. Non, on a des contraintes et c'est important. Alors, je voudrais attirer votre attention parce que il y a eu le Grenelle de l'environnement, Ecophyto 2018, etc. Ça a beaucoup évolué. Et il y a 5-6 ans, a été mis en place un programme en Corse, Défi XP. Défi XP, où il y avait tout le monde. Hein. Il y avait le CRV, c'est-à-dire la recherche viticole, les bio, la chambre, le lycée agricole, tout le monde. Bon. Et on a mis des programmes pour voir comment on se situait, comment on était, nous, dans l'ensemble D'ailleurs, on a été très surpris. Il y a des indices très précis, nationaux, qui sont faits pour ça, un indice de fréquence de traitement. Nous sommes en dessous de plus de 50% par rapport à l'ensemble des régions et des productions sur le continent, nous en Corse. Je peux le dire que c'est vrai en vigne, au moins 50%, en arboriculture, au moins 30%, en kiwi, par exemple, c'est presque 90%. Je veux dire qu'on a fait des efforts extraordinaires. Au niveau national. On a 12 fermes de référence. On a 12 fermes de référence en agrumes. On est en train d'en mettre un peu en vigne parce qu'il y a eu un petit truc. Et tout ça, ce sont des fermes de référence. Et tous nos travaux, le lycée agricole, etc., qui nous ont permis de calculer ça et de voir ça. C'est pour nous, c'est un sentiment quand même de satisfaction. Magali Gotti, est-ce que justement quand vous allez convaincre les agriculteurs ou essayer de changer de modèle ou de changer de méthode, vous vous heurtez à cette logique du rendement à l'hectare et de la politique de grande distribution qui demande un certain volume, comme le disait l'exploitant dans le reportage? Oui et non, à la fois, parce que oui, évidemment, le souci du rendement est important pour avoir la rentabilité de l'exploitation. Et non, parce qu'en fait, quand vous passez à l'agriculture biologique, c'est une remise en cause de la pratique culturelle dans son ensemble. Là, je voudrais mettre un peu les choses au clair par rapport au terme de pesticides. En fait, pesticide, ça veut dire tuer les nuisibles. Donc, ça rend service par définition à l'agriculteur. La différence qu'il y a, c'est qu'en bio, les pesticides ne sont pas d'origine chimique, ce sont des pesticides d'origine naturelle. C'est que les herbicides sont totalement interdits. À la place de l'utilisation des herbicides, on va utiliser du désherbage mécanique ou du désherbage manuel. Donc déjà, tout ce qui est glyphosate ou atrazine, c'est interdit en agriculture biologique. Après, ce qui est insecticide, on ne va pas laisser l'agriculteur sans défense. Il y a des moyens alternatifs, donc le magnifique travail de l'Areflec sur les insectes auxiliaires, mais d'autres moyens comme le piégeage et les barrières physiques qui font que l'agriculteur bio a les moyens de se défendre contre les insectes ravageurs. Et également, sur les fongicides, on a des méthodes naturelles qui permettent de contrer les maladies dues aux champignons. Donc, en fait, l'agriculteur qui passe en bio,
il va avoir d'autres méthodes à utiliser. Et ces méthodes, si elles sont bien appliquées, on travaille beaucoup dessus pour améliorer le résultat de ces méthodes, pourra lui apporter le rendement. D'ailleurs, Mme Gauze, je vous coupe, mais pour prendre l'exemple, un exemple, c'est la coopérative Aliméa en Plaine Orientale, qui est totalement bio en clémentine et qui vend très bien ses fruits. D'ailleurs, on ne peut même pas des fois les acheter ou les toucher parce qu'ils partent directement sur le continent. La production part sur le continent très vite et au niveau des débouchés, nous constatons, il y a eu toute cette prise de conscience à la fois des agriculteurs mais aussi du consommateur et cet attrait sur les produits en agriculture biologique. Donc en fait, il y a des débouchés qui sont en constante croissance. Ça veut dire aussi que dans le tonnage qu'on donnait, il y a une partie des produits consommés qui peuvent servir à l'agriculture biologique aussi, il faut le dire. Hein, Alors vous vouliez intervenir Oui, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de la coopérative. Et ça illustre, à mon avis, le débat et la réflexion qu'on doit avoir. Cette niche du bio dans la clémentine c'est entre 25 et 30 000 tonnes de production par an. Cette niche du bio, c'est une niche dans la niche. Et cette niche dans la niche, il faut la faire grossir. On ne peut pas dire demain matin, voilà, on est à 2 000 tonnes de bio, ou 3 000 tonnes de bio à l'intérieur de la niche, et on va passer à 30 000 tonnes. Le marché n'y est pas. Donc il faut maintenant le gagner, le faire venir, et il faut au fur et à mesure que les agriculteurs viennent grossir pour que dans X années, eh bien, peut-être on aura 90%, peut-être 100%, peut-être 80%. Le marché n'y est pas, je ne suis pas si sûre. Parce que moi, quand je cherche des produits biologiques on est d'accord, en clémentine, je ne les trouve pas. Oui, mais si vous questionnez les metteurs en marché de clémentine bio, moi, je parle avec eux, et ils sont très prudents sur même l'évolution de leur propre exploitation. C'est-à-dire, ils ne passent pas la totalité la première année, ils essayent d'y aller doucement, c'est logique. On a créé un marché de la clémentine corse, on est les seuls en France à produire de la clémentine, on a créé un marché de la clémentine corse, c'est un marché qui est un marché de niche, qui est un marché fragile, et on ne peut pas le remplacer du jour au lendemain. De toute façon, cette question ne se pose même pas, parce qu'on n'a pas le nombre de volontaires pour le faire. Je pense qu'on a la volonté de le faire, et il faut convaincre au fur et à mesure que chaque année, on fasse un pourcentage supplémentaire. Je pense que c'est la solution d'avenir. Si je peux compléter le propos de Jean-Marc Ventoux, en fait, oui, sauf que la niche dans la niche est en train de devenir un chenil, si tu peux me permettre l'expression. Savoir qu'en bio, il n'y a pas que la filière agrumes. Hein. l'Interbio-Corse fait bénéficier ses adhérents de ses services sur l'ensemble des filières, le vin, le miel, les agrumes, y compris d'ailleurs, M. Ventoux est adhérent de l'Interbio-Corse, d'ailleurs, il est passé en bio sur le vignoble. Et donc, en fait, nous constatons une croissance de plus 20% sur l'ensemble des filières. Donc, ce n'est pas juste épisodique sur une filière particulière. C'est vraiment un mouvement de masse qui est en train de transformer l'agriculture. À cette directive européenne et au plan Ecophyto 1 et 2, même s'ils n'ont pas été forcément des succès. Tout à fait. Est-ce que c'est lié à ça ou il y a un changement de mentalité des consommateurs? Alors, je dirais qu'il y a un changement de mentalité de fond, une prise de conscience, comme je le disais, à la fois des producteurs et des consommateurs, mais également ce genre de plan, comme toutes les aides qui sont apportées au développement de l'agriculture biologique, permettent de donner les moyens de la transformation. Pourquoi? Parce que justement, pour passer d'un système conventionnel à un système bio, on a dit que c'était toute la remise en question, le changement de pratique. Ce changement de pratique, il faut l'accompagner autant au niveau matériel qu'au niveau de l'aide technique et du suivi qui est réalisé par l'Interbio-Corse. Et ça demande des moyens. Le plan Ecophyto aussi. Ça a été un cadre qui a permis de faciliter ce changement de pratique. C'est ce que je voulais dire. Le plan Ecophyto, c'est vrai que dans sa première version, il n'a pas eu beaucoup de succès, presque pas, mais il a permis de changer les mentalités et les pratiques. Notamment le certifito dont on vous parlait dans votre... Ça, c'est un pur produit. Ça a éclairé les consciences. Ça a éclairé les consciences. C'est très important. Je souligne par exemple que dans certains États d'Amérique du Nord, là, en Caroline du Nord, le système du certifito existe depuis 30 ans. Ouais. C'est regrettable qu'en France, tout à fait, que agriculteurs et consommateurs soyons exposés à ces molécules et que c'est juste récemment qu'on s'intéresse aux pratiques. Alors justement, on va parler des risques. On les a évoqués dans le reportage. Pour les agriculteurs premiers concernés, puisqu'ils passent ces produits, mais aussi les consommateurs qui s'interrogent. Écoutez le médecin-chef de la MSA qui évoque les difficultés à analyser précisément ces risques. On veut justement capter ces personnes qui échappent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont des gros problèmes d'intoxication, ils vont où? Ils font le 15, ils vont aux urgences, ils sont gérés par le centre antipoison, qui ne fait pas d'ailleurs le lien, le centre antipoison, avec l'exposition professionnelle. On va gérer l'urgence, d'accord? Et donc c'est trop tard pour moi. Là, il y a un problème. Pourquoi il y a eu un problème? Alors après, c'est souvent lié avec des accidents
Hein, vous avez manipulé un produit, vous avez tombé un produit. Classiquement, quand vous manipuliez votre bouillie pour remplir votre pulvé, vous glissez, vous en mettez plein. On dit, il faut que je continue à travailler. Et vous partez avec votre t-shirt imprégné de produits. Voilà, il y a eu beaucoup d'accidents qui tournaient comme ça. Quand il n'y a pas eu effectivement des gens qui ont utilisé les produits pour se suicider. Ça, c'est autre chose. Hein. Ça a été aussi assez important, ce genre de choses, il y a quelques années. Voilà, mais moi, je suis en attente d'avoir les signes cliniques dont vous parliez tout à l'heure. Des simples, je traite, je n'ai rien, c'est très bien. Je traite, c'est marrant. À chaque fois que je traite avec ce produit-là, je ne suis pas bien, je ne dors pas bien. Le lendemain, je suis barbouillé. Je veux que vous appeliez au 0800 887 87. 0800 887 887, numéro vert. Voilà, il y a des outils qui se mettent en place. Il y a cette étude Agrican. Alors, il faut préciser que la Corse, malheureusement, n'est pas concernée parce qu'elle n'avait pas de registre de cancer au début de cette étude-là. Jean-Marie Vintour, c'est une préoccupation, j'imagine, en tant que président de la Chambre d'agriculture. Qu'est-ce qui est fait concrètement ? Déjà, vous avez bien vu les agriculteurs que vous avez questionnés, et en particulier Jean-Jacques, qui, lorsqu'il rentre dans son local phytosanitaire, il a des problèmes. Donc, tous les agriculteurs qui le font souvent eux-mêmes, sont interpellés par ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que souvent, ils ont des personnels. Moi aussi, je vais juste citer mon exemple. Une des raisons pour lesquelles on a franchi le pas, ça a été aussi parce que j'ai ma famille, mes petits-enfants qui vivent au milieu des vignes, avec tous les personnels, avec tout le monde, et que la première raison, c'est de dire, bon, ben voilà, essayons d'avoir un ensemble qui est plutôt protégé. Et je pense que beaucoup d'agriculteurs raisonnent comme ça. La deuxième chose, bien entendu, c'est d'essayer de donner aux consommateurs non seulement des produits de qualité gustative, parce on peut donner aussi des produits de qualité gustative, même quand on utilise certaines molécules dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais en même temps que les qualités gustatives, il faut que, d'un point de vue de sécurité alimentaire pour la santé des gens, on essaye d'aller le plus loin possible. Vous avez vu qu'il y a des normes qui sont des normes européennes, voire des normes nationales. Souvent, les normes nationales, elles sont plus restrictives que les normes européennes. Tout à fait. Et il y a encore quelque chose d'incroyable qui se passe en France. Je lisais l'autre jour que l'accord qu'on a signé avec le Canada, dans l'accord de libre-échange, le CETA, permet à ces produits-là de rentrer en France avec des molécules qui sont interdites en France et qui ne sont absolument pas signalées au niveau des consommateurs. Lorsque vous rentrez des produits, lorsque vous rentrez de la clémentine d'Espagne, qui représente sur les ventes en France 10 fois ou 15 fois le volume de la clémentine corse vendue en France, je parle même pas en Europe, en France. Et la clémentine espagnole, au niveau de la sécurité pour la santé, n'a rien à voir avec la clémentine corse. Sur le consommateur, là aussi, il y a des questions. On entendait ce spécialiste, et même s'il n'y a pas d'éléments vraiment fiables, on est sur des suppositions, des risques avérés, des seuils de tolérance. Là aussi, il y a une vraie attente. Est-ce qu'il faut aller plus loin en termes d'information, notamment, comme le disait Jean-Marc? Il y a une vraie attente parce que le consommateur aussi a changé. Maintenant, le consommateur s'informe de plus en plus. Donc, pour en revenir aux pesticides chimiques utilisés, il faut savoir que ceux qui sont comme le glyphosate sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans la plante. Donc fatalement, une partie de ces insecticides, de ces herbicides vont se retrouver dans le produit, dans le légume ou dans le fruit qui vont être consommés après par la personne. Et ça, maintenant, on le sait. Donc en fait, quand vous savez que vous avez une pêche, par exemple, qui a été traitée plusieurs fois dans l'année avec ce genre de produit, quand vous mangez le fruit, vous allez manger aussi les pesticides. Et ça bloque un peu. Dans l'environnement, on a retrouvé en Corse 63% des molécules retrouvées, ce sont des herbicides. Voilà. Et donc d'un tiers, c'est encore des molécules interdites. Vous savez, la part est très importante. Nous avons plusieurs sujets de préoccupation. Certes, les insecticides, les produits phyto sont à la base de nos travaux les plus importants, puisque les 2/3 de notre activité, nous, c'est la protection du verger, mais de façon intelligente, avec des méthodes alternatives que vous avez montrées, avec des méthodes bio, etc. Nous, on y travaille beaucoup. Mais c'est vrai aussi que nous sommes très interpellés par les problèmes de désherbant. C'est vrai, c'est très important. Vous avez vu le Frédéric Musin qui vous a montré des essais qu'on a fait, ce qu'on appelle, nous, des méthodes sandwich, etc. C'est très compliqué à mener. Mais on y apporte beaucoup d'attention parce qu'on pense que celles-là ou des choses très approchantes, telles qu'elles sont pratiquées par les bio aussi, sont l'avenir. On pense que dans les quelques années qui viennent, je ne dirai pas combien, mais ce problème de désherbant devrait être solutionné. D'autant que je vais vous informer d'une chose. On parle beaucoup du glyphosate, mais en matière d'agrumes,
il n'y a que 3 désherbants qui sont acceptés pour le travail normal, le glyphosate et 2 autres. Eh bien, on a su tout d'un coup, comme ça, il y a quelques jours, qu'à la surprise générale, y compris des gens avec qui nous sommes en contact au ministère et à la Direction générale de l'alimentation, que tout d'un coup, l'Europe et la France ont supprimé un désherbant sur la raison la plus importante, c'est-à-dire comporte de risques graves pour la santé de l'homme. Donc vous voyez que on en avait un qui est bancal, l'autre qui est supprimé, le troisième... Donc c'est instable, on a du C'est mal à instable, avoir quelque chose mais de le ferme. troisième qui est difficile à mettre en œuvre, donc on est obligé de chercher des solutions alternatives importantes. Un dernier mot avant de passer aux solutions justement envisagées sur le risque pour les terres et les cours d'eau. On l'a vu, c'est aussi problématique. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi les particuliers qui additionnés aussi utilisent tout ça. Le Roundup, qui est le produit phare qui est du glyphosate, il est utilisé par tout le monde dans son jardin, dans ses allées. Partout. Vous savez, je vais compléter, il y a un chiffre, il y a des études là-dessus. Ça représente plus de 10% de la consommation française de produits phytosanitaires. C'est le produit le plus énorme. consommé au monde. C'est énorme. Mais non, mais en France. c'est énorme. Par l'agriculture familiale et les jardins non. familiaux. Par rapport à l'environnement, donc l'utilisation des pesticides chimiques, ce sont des produits qui sont plus difficilement biodégradables que ceux d'origine naturelle. Donc en fait, in fine, on va fatalement les retrouver dans les terres et dans les cours d'eau. Et l'eau, après, c'est nous qu'on la consommons aussi. Donc là, dans ce que vous disiez tout à l'heure, la liste des produits dont on arrivait à retrouver la trace dans les cours d'eau, il faudrait savoir depuis quand ils y sont. C'est ça aussi la question. Justement, il y a une campagne qui est menée actuellement par l'Office de l'environnement de la Corse et l'ADREA, l'agence de l'eau, pour revenir sur ces cours d'eau. Alors je ne vous cache pas, c'est surtout le Bévinc ou le Tavignane. Bien sûr. Et voilà, bordé de terres agricoles. Bien voilà, sûr. là où il y a des terres agricoles. C'est normal. Et donc, on aura les résultats de cette nouvelle campagne de mesure par rapport à ces molécules, pour savoir si elles sont toujours présentes, en mars, avril, en printemps. Et Alors, ce que je voudrais rajouter peut-être par rapport au système en fait, de l'utilisation des produits chimiques en agriculture, c'est que c'est un cercle vicieux. Du moment qu'on utilise beaucoup de produits chimiques, on va déséquilibrer la flore et la faune aussi, avec les insecticides. Donc en fait, la culture ne pourra plus se faire de manière rentable, sauf si on utilise encore des produits chimiques. Je m'explique. Vous détruisez le sol. Après, quand vous allez commencer à planter, ce sera des espèces résistantes qui vont se développer. Ou alors, vous ouvrez la porte aux maladies et vous allez être obligé d'utiliser d'autres produits. C'est un peu comme Donc c'est un cercle vicieux. Si vous prenez un médicament qui va affaiblir votre foie, vous allez prendre un autre médicament pour soigner votre foie. C'est un peu ça. Et là, il faut absolument changer de cette mécanique. Alors, on va évoquer Sortir de maintenant cette mécanique. les solutions. À vous entendre, on voit bien que le modèle bio ne pourra pas se substituer entièrement, si j'ai bien compris, au modèle existant de l'agriculture dite raisonnée. Jean-Marc Vintour, ça veut dire transition dans la douceur, évolution, vous dites Ça va dépendre, je pense, ça va dépendre de la motivation des hommes, de la possibilité de transformation des marchés que nous avons, et enfin de l'aide qu'on va apporter à ces agriculteurs pour faire ces conversions. Moi, j'ai même, lors d'un conseil d'administration de l'ODAR qui a peu de temps, dit que ce serait quelque chose de... une perspective ou une ambition que l'on devrait avoir, que dans les 10 ans, l'agriculture corse, elle soit complètement, ou sinon complètement, à une très grande proportion biologique, et qu'elle ait fait sa transformation. Mais pour cela, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'éducation, il faut beaucoup convaincre, et surtout, moi, la première des choses, c'est pour ça que les agriculteurs sont un peu terrorisés à l'idée de changer de modèle, parce qu'ils ont leur propre marché, ils ont leur propre débouché. Vous savez, c'est comme lorsque vous avez une rampe, à un moment donné vous la lâchez, vous êtes entre deux rampes, vous ne savez pas trop où vous êtes. C'est ça un peu leur problématique. Donc il faut arriver à les convaincre que c'est possible, que d'autres l'ont fait. Sortir du système des grandes surfaces, justement, c'est le problème. Les grandes surfaces, c'est 60 ou 70% de la consommation. Si demain vous voulez vendre des clémentines en dehors des grandes surfaces, il faut trouver des solutions de substitution. On ne les a pas aujourd'hui. C'est des rêves. Ça, c'est comme... Vous avez vu, on est exactement dans la même prospective que on veut sortir du nucléaire en 2025, et puis on s'aperçoit qu'on ne peut pas y aller, qu'on va y aller en 2030 ou 2035. Ces négociations qu'il y a eu, notamment cet été avec les distributeurs, est-ce qu'il ne faut pas à la marge changer Non, les négociations qu'on a eues avec les distributeurs, ça a été pour que on favorise la vente des produits issus de Corse plutôt que les autres dans les périodes où nous en avions. Bon,
Maintenant, les distributeurs ne vont pas être hostiles à mettre éventuellement une partie de leur Sur les contrats étal de volume, en bio, sauf que si demain le bio il est plus cher, il va falloir que le consommateur il puisse s'adapter, il puisse suivre. Il y a des catégories sociales, malheureusement, qui ne pourront pas pour l'instant y arriver. Peut-être demain, ce sera possible. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, il serait possible d'inventer des plateformes Drive, je dirais, où on pourrait trouver des fruits et légumes Probablement. Je peux comme de rebondir fruits voilà, sur ce que dit Jean-Marc. Donc, par rapport au GMS, en fait, moi, quotidiennement, je suis relancée par des GMS pour avoir des produits bio corse. Mais c'est tous les jours. Donc, en fait, ce qui se passe actuellement, les grandes moyennes surfaces, c'est-à-dire les grands magasins. Hein. Donc, on est relancé en permanence en tant que filière. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la demande du consommateur est telle que la plupart des producteurs bio utilisent plutôt la vente directe ou les magasins spécialisés, qui leur permettent de mieux valoriser les produits. C'est une question de prix d'achat. Et ça permet également aux consommateurs de les payer moins cher. Parce que si vous allez directement acheter au producteur, vous aurez le prix courtant sorti d'exploitation, tandis que si ça passe par un ou plusieurs revendeurs, eh bien vous avez le bénéfice du revendeur dessus. Donc il y a aussi ce phénomène-là. Maintenant, la demande des GMS, donc des grands magasins, elle est réelle sur le bio. Et les réels sur le bio, on ne peut pas alimenter les grands magasins à ce jour. Mais voilà, mais vous n'y entrez pas, justement. Parce que sinon, peut-être qu'il vaut mieux sur pas y certaines entrer. filières, oui. Certaines filières qui ont une production très importante à une période courte sont obligées d'écouler leur production rapidement. Donc là, il y a des filières d'exportation. Jean-Claude Rigaud, sur ça aussi, on sait très bien qu'il y a le poids des lobbies de toutes parts. Hein, le lobby bio comme le reste. Il y a la concentration entre Bayer et Monsanto qui pose problème. On a vu la Commission européenne qui tergiverse sur le glyphosate. Est-ce que là aussi, il y a des blocages qui dépassent tout ce petit monde, hein, je dirais? Pas chez nous, je pense pas. Si on arrive à des solutions intelligentes et adaptées à ce qu'on appelle, nous, une agriculture plus durable, je dirais, qui est plus recentrée sur le bio et ce qui peut l'être un peu moins, mais quand même être bien accepté par le consommateur, je pense qu'il n'y a pas de blocage majeur. Je voulais attirer l'attention sur ce que disait Jean-Marc, les moyens. Et les moyens, il y en a. Et parce que si on a avancé, Magali ne va pas me contredire, s'il y a aujourd'hui 15% du verger corse d'agrumes et de clémentines qui est en bio, c'est qu'on a fait des progrès, nous aussi, en matière de recherche et d'expérimentation. Et non seulement on a fait ces progrès, mais on a su les faire passer à travers des mesures agro-environnementales menées avec l'Office de l'environnement et maintenant l'ODARC. On dit à l'ODARC et à l'Office de l'environnement, continuer, maintenez la pression sur ces mesures agro-environnementales qui étaient tout simples, après territorialisées, maintenant elles sont corses, peu importe, on va pas chiffonner, mais il faut continuer parce que c'est comme ça qu'on a amené les gens avec ces mesures à pratiquer ce modèle et à venir à l'agriculture biologique. C'est ça la chose qu'il faut faire. Et j'attire aussi autre chose. Nous avions, il y a quelques mois, peut-être un an, mis en place avec Magali et d'autres personnes, dont l'Université de Corse, l'INRA, de Sophia Antipolo, c'est un programme Protect Agrumes exclusivement dans cet esprit. Exclusivement. Et pour des raisons compliquées, ce programme n'a pas été retenu pour le moment. J'ai le plaisir de vous dire qu'on pense, j'en parlais tout à l'heure avec Magali, que ça devrait bouger. Voilà, et donc ça, c'est des choses, parce qu'on est vraiment au cœur de ce qu'on vient d'évoquer. Jean-Marc Vintour, sur ça aussi, est-ce qu'il y a des moyens, on a entendu parler des pesticides de synthèse, de la technique des bases intrants, c'est-à-dire des moyens d'essayer d'éviter, de limiter l'usage? Sur le reportage, l'excellent reportage qui a été fait, on voit qu'il y a 3 niveaux finalement de problématiques. Premier niveau de problématique, c'est les engrais, c'est-à-dire comment on alimente les sols. Deuxième problématique, c'est comment on lutte contre l'herbe. Et troisième problématique, c'est comment on combat les nuisibles en général, depuis les fongicides jusqu'à toute la panoplie qu'il peut y avoir. Alors, les 2 premiers, c'est-à-dire les engrais, substituer des engrais chimiques par des engrais organiques, c'est relativement simple. Simple, à peu près, oui. C'est relativement simple. Substituer les herbicides par des moyens mécaniques, comme on l'a vu tout à l'heure, ça nécessite des moyens mécaniques.
Et ça nécessite de la volonté. Oui, bien sûr, il faut des appareils spécialisés, des brosses, des trucs assez compliqués. Et surtout, vous comprenez bien qu'il faut passer plusieurs fois avec les tracteurs. Ça a comme conséquence que écologiquement, on passe plus avec les tracteurs, donc c'est pas très bon, que ça tasse les sols, etc. etc. Il y a aussi des conséquences. Et enfin, le troisième volet, c'est le volet de traitement des maladies en général. Alors, sur le traitement des maladies en général, même les systèmes d'agriculture raisonnée aujourd'hui ont diminué fortement le nombre de traitements, ont diminué les dangerosités des molécules utilisées. Tous les jours, on en sort, on en invente, il y en a qui sont agréés, etc. C'est un peu comme la médecine avec les médicaments. Lorsqu'on prend des médicaments, il y a des médicaments qui ont des effets secondaires, qui sont nocifs, et on est un peu dans la même chose. Et donc, nous, aujourd'hui, moi, je pense qu'on va pouvoir gagner cette bataille au fur et à mesure, et puis je pense que lorsqu'on va interdire le glyphosate, ce qui ne saurait tarder, je pense, eh bien, il va bien falloir que les industriels trouvent des méthodes pour que certaines surfaces soient quand même traitées. Je pense aux céréaliers qui sont dans des zones où, lorsqu'on traite les terres, et essayons de comprendre comment ça marche. Vous avez vu une exploitation de clémentine ou une exploitation de vigne. L'exploitation de vigne, il y a la tranche qui est juste sous les pieds de vigne, sur le rang, d'accord. Il y a l'interrang. Et donc, vous voyez bien que sur le rang, la surface traitée, elle est toute petite par rapport à une céréale où on traite la totalité de la terre. Donc, les doses à l'hectare qui sont employées n'ont rien à voir les unes avec les autres. En Corse, on n'a pas des surfaces vraiment énormes. On peut faire cet effort-là, nous, la Corse. On peut, c'est-à-dire que pour pouvoir faire... Je vais vous prendre un autre exemple, parce que les gens qui nous regardent ce soir se disent, mais pourquoi ils ne le font pas? Prendre un exemple concret. Moi, je suis vigneron, j'ai une cave particulière. C'est-à-dire, je suis maître de mon produit jusqu'au bout, je le vends, je suis maître de mon prix, je suis maître de me débrouiller comme je peux. Je peux faire cet effort. Je suis vigneron et j'amène ma récolte dans une coopérative qui, la plupart du temps, ne peut pas, avec les volumes qu'elle traite, passer brutalement d'un système à un autre. Eh bien, je m'adapte en fonction de comment va évoluer ma coopérative, les marchés qu'elle va trouver, où va-t-elle les trouver, à quel prix va-t-elle les trouver, sera assez rémunérateur pour que les 15 ou 20% de récolte que je vais faire en moins les premières années, parce que je vais utiliser moins d'engrais, moins de ci, moins de là, comment je vais les compenser, comment je vais faire. Sachant aussi que lorsque vous passez un désherbant, vous passez un coup, le désherbant est passé, et que si vous passez 10 fois avec le tracteur, avec les brosses, etc., vous comprenez bien que ça coûte plus cher, c'est pas la même chose. Donc ça, si vous voulez, il faut arriver à passer ce cap. Il faut convaincre toutes les coopératives de lancer des programmes, commencer à avoir des gens qui le font, etc. etc. Je pense que c'est ça la solution. Jean-Marc Vintour, on est vraiment dans la campagne d'éducation, c'est-à-dire pas de coercition. On dit souvent qu'il n'y a pas assez de contrôle. On a vu l'exemple des aubergines. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le contrôle et la coercition qui marcheront de toute manière? Il faut convaincre, éduquer. Non, il y en a des contrôles, ils y sont, on les connaît. Il peut arriver qu'il y ait quelques erreurs de commises, etc. Mais la sagesse, c'est de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas. C'est ça. Et ça, c'est plus important que la répression, si vous voulez. Et je vais dire une chose, pardon, Magali, juste avant que je n'oublie une chose pour compléter, on a une chance quand même. Dans le secteur végétal en Corse, on a des bons agriculteurs. Oui. Et pour passer d'un stade à un autre, pour faire du bio, voire de la biodynamie, il faut être un bon ou un très bon agriculteur. Et on a cette qualité d'agriculteur. On a cette qualité d'agriculteur. Ce serait pas vrai si on avait fait cette démarche il y a 20 ans ou 25 ans. Aujourd'hui, les agriculteurs sont formés, ils sont techniques, ils aiment... Ils sont ouverts à ça. Et vous, Madame Gauthier, vous pensez que justement la Corse peut devenir une île verte, une île bio? Oui, en fait, tout est dans la progression. Attention, nous, on n'est pas pour passer du jour au lendemain 100% bio. Pas possible techniquement, mais je voudrais revenir sur cette question de contrôle d'abord. Ça c'est vrai, moi j'ai une entière confiance dans les capacités de nos agriculteurs, c'est pas une question de coercition, c'est une question de confiance du consommateur. Je voudrais quand même mettre l'accent sur l'intérêt d'avoir une certification qui soit contrôlée de manière externe. Parce qu'il n'y a que comme ça que le consommateur, sachant qu'un contrôle a été réalisé sur la production, sera sûr qu'effectivement, ce soient les méthodes alternatives qui aient été employées. C'est une question de confiance du producteur au consommateur et c'est absolument pas gênant qu'il y ait un contrôle externe sur les exploitations qui n'ont rien à se reprocher. Ça, c'est une chose. Après, la deuxième chose, donc, par rapport à la progression du bio en Corse, il faut savoir aussi qu'on est parmi les meilleures régions de France au niveau du bio.
Ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que là, on est pilote. On était 3e l'année dernière. Il faut que je regarde le classement. Je crois qu'on est passé 2e. On a plus de 77% sur 2 ans d'augmentation de surface qui sont passés en agriculture biologique. On a plus du tiers encore sur 2 ans du nombre de producteurs. Et ça, c'est tout de même, d'une part, dû à la prise de conscience des producteurs, aussi à l'attrait commercial, des ouvertures de débouchés en bio, il ne faut pas se leurrer, mais également au soutien qu'on a au niveau politique, qui nous aide beaucoup au développement du bio. On arrive presque au terme de l'émission sur cet aspect-là. Oui, je pense qu'il faut être raisonnablement actif dans ce domaine. Il y a des marges de progrès qui sont extrêmement importantes à opérer. On peut y arriver avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de travail. Mais il faut aussi donner aux producteurs les éléments pour y arriver un peu plus facilement. On ne peut pas non plus les terroriser, etc. Et je pense que c'est ce que nous faisons tous. On est sur la bonne voie. Alors Jean Ventour, le mot de la fin, ce sera pour vous, sur cette donne plutôt positive. En tout déjà, cas, le mot de la fin, pour moi, c'est optimisme. Voilà. Optimisme, d'abord parce que nous sommes, dans une agriculture qui, par rapport au reste de la France, pour ne nous comparer qu'aux produits continentaux, et une agriculture protégée, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de pollution extérieure, il y a un milieu naturel qui est sain, et donc une qualité d'agriculteur qui est bonne et qui va permettre une évolution, j'en suis persuadé, qui va être juste liée au marché qu'on va trouver. Si on arrive à développer les marchés du bio comme on doit les développer, je pense que dans les années qui viennent, ce genre d'émission n'aura plus lieu. Alors, on suivra tout ça de près. Solange, merci d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce numéro d'Inquiest à revoir en multidiffusion sur Via Style et sur notre site internet et les réseaux sociaux. En décembre, pas d'Inquiest qui laissera place au débat et aux soirées électorales pour le scrutin territorial. Intanto, buonasera a tutti et à Bruxelles.